Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre dernier webinaire Ville Alliée de la biodiversité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous avoir pour ce dernier webinaire. Alors le thème du jour, ça sera une ville en transition grâce à ses citoyens, donc toujours organisé par Nature Action Québec. Donc avant d'aller plus loin dans la présentation, je vais vous donner quelques petites modalités pratiques pour le déroulé de la présentation. Pour ceux qui étaient déjà là dans les précédents webinaires, ça va vous paraître un peu redondant. Pour les autres, ça sera certainement très utile pour poser vos questions. Donc, vous avez l'onglet Conversation en haut de votre écran et l'onglet aussi Questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les poser dans ces onglets-là. On les posera ensuite à nos présentatrices à la fin de la présentation. Pour assurer plus de fluidité durant la présentation, les caméras et les micros seront coupés. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à les poser dans l'onglet Conversation, questions et réponses. Le webinaire est également enregistré et vous sera communiqué dans la semaine qui suit la présentation si vous avez besoin de le revoir ou de le partager. Pour ceux qui nous découvrent, Nature Action Québec, qui sommes-nous? C'est un organisme de conservation des milieux naturels à but non lucratif, dont la mission est de guider les personnes et les organisations dans l'application de meilleures pratiques environnementales. Et donc, vous voyez affichés à l'écran quelques-uns de ces axes d'action. Donc, on a par exemple l'acquisition et la conservation des milieux naturels, l'adaptation au changement climatique, la restauration des milieux naturels, ou encore l'implantation et la gestion de maisons de l'environnement et d'écoquartiers. Nos oratrices du jour, ce seront donc Romy Técher, qui est chargée de projet, Laurence Cadotte, qui est chargée de projet également, et enfin Catherine Georges, qui est chargée de projet adjointe. Donc, je vais vous les présenter rapidement avant qu'on aille plus loin dans notre présentation. Romy, tout d'abord, c'est une professionnelle en gestion de projet, passionnée par l'environnement et la mobilisation citoyenne. Après une carrière en biologie et en enseignement, elle s'est orientée vers la sensibilisation des jeunes à la science. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de projet, environnement santé. Elle a quitté un doctorat en toxicologie environnementale pour travailler sur des projets concrets de changement de comportement à l'échelle locale. Romy a occupé divers postes dans des organisations environnementales, notamment en tant que formatrice et chargée de projet en revitalisation urbaine. En 2023, elle a rejoint Nature Action Québec pour diriger l'écoquartier de Verdun et soutenir des projets éco-citoyens. Laurence, quant à elle, elle est diplômée en bioécologie et en biologie. Elle a débuté comme naturaliste avant de cofonder et co-diriger un OBNL d'éducation à l'environnement, où elle s'est spécialisée en communication, vulgarisation scientifique et gestion des ressources humaines. Depuis 2021, elle œuvre chez Nature Action Québec à la conservation des milieux naturels et à l'aménagement écologique du paysage. Son parcours lui a notamment permis de collaborer avec divers acteurs et de développer des compétences en gestion, en éducation et sensibilisation scientifique. Catherine Georges, enfin, elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences biologiques, d'un master en gestion des milieux aquatiques et d'une maîtrise en écologie internationale. Elle a réalisé plusieurs inventaires floristiques et faunistiques dans le cadre d'études d'impact au sein d'équipes universitaires, dans des bureaux d'études et pour des organismes à but non lucratif. Ces expériences lui ont permis, entre autres, de se spécialiser en restauration des milieux naturels, notamment dans la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. Et donc, elles seront nos présentatrices aujourd'hui. Avant qu'on aille plus loin, je voulais vous présenter Incube Nature, donc Nature Action Québec, avec le soutien de BNP Paribas et d'autres partenaires, a lancé un appel à projet pour financer des initiatives environnementales sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal et sa périphérie. C'est un appel à projet qui est en cours actuellement, donc surtout n'hésitez pas à prendre contact et à demander plus d'informations. Cet appel à projet se déroule en 3 volets. Le premier, la protection et la mise en valeur de milieux naturels municipaux. Le second, verdissement des quartiers industriels. Et le troisième, projet agricole. Je vous partagerai dans la conversation le lien pour avoir accès à davantage d'informations. Comme je le disais précédemment, notre thème du jour, c'est citoyens, citoyennes engagés pour une ville verte. Donc, vous allez découvrir tout au long de la présentation différents projets à mettre en œuvre pour accompagner et sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux. Donc, on va plus particulièrement présenter aujourd'hui les écoquartiers, les pattes couvertes ou encore les activités certaines activités en milieu naturel.
Notre ordre du jour, pardon, finalement, on parlera tout d'abord d'écoquartier, d'activités et d'aménagement éducatif en milieu naturel et de patrouille en milieu naturel. Je laisse maintenant la parole à Romy. Merci beaucoup Laetitia pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc mon nom est Romy Técher, je suis chargée de projet chez Nature Action Québec et mon rôle c'est de gérer deux programmes écoquartiers à Montréal, dans deux arrondissements, à Verdun et à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dans cette présentation, je vais utiliser le terme les écoquartiers pour parler du programme écoquartier et qui sont implantés dans les arrondissements à Montréal. Ce programme est né dans les années 90 à Montréal, dans un contexte où la ville était découpée vraiment différemment. Le but initial était de répondre à l'évolution des exigences en termes de gestion des matières résiduelles. Et le programme a tranquillement évolué depuis lors jusqu'à aujourd'hui pour devenir le programme tel qu'on le connaît. C'est quoi un programme écoquartier aujourd'hui? Donc il a pour objectif de promouvoir l'écocivisme et améliorer le milieu de vie des habitants dans une localité par des actions environnementales menées par les citoyens eux-mêmes. Les résidents sont appelés à devenir des actrices et acteurs du changement en prenant en charge les défis environnementaux donc dans leur quartier, dans leur localité, arrondissement. Pour ce faire, les organismes à but non lucratif, comme par exemple Nature Action Québec, sont mandatés par les arrondissements afin de déployer un plan d'action sur les territoires et travailler sur des volets d'intervention. À travers les programmes écoquartiers, il y a des volets communs d'action. Par exemple, on travaille sur la propreté, sur la gestion des matières résiduelles, sur l'embellissement, sur la nature en ville. En fait, toutes les actions reliées à la promotion de la biodiversité urbaine, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, la protection des milieux naturels en milieu urbain. Mais il existe aussi d'autres excusez-moi. Il existe aussi d'autres axes d'intervention. Par exemple, on intervient en agriculture urbaine, on fait des activités en mobilité active et on a des activités de concertation avec le milieu, notamment le milieu communautaire pour garder les pieds bien ancrés dans la communauté. Depuis 2008, Nature Action Québec est mandatée en particulier par l'arrondissement de Verdun pour assurer la gestion du programme écoquartier qu'on appelle la Maison de l'environnement de Verdun, afin de guider les Verdunoises et Verdunois vers l'adoption de meilleures pratiques en environnement. Donc je vais, au cours de la présentation, vraiment prendre ce cas particulier de programme écoquartier qu'on gère. On offre plusieurs services à la population de sensibilisation et d'éducation au public qui passe notamment par des ateliers, des kiosques, des conférences, donc beaucoup d'activités de sensibilisation. Mais on est aussi un point de service physique pour les citoyens, pour les ICI. C'est pour ça qu'on a tendance à dire un écoquartier, parce que c'est un lieu physique où les gens se rendent et où on peut leur offrir différents services, par exemple la distribution des bacs de tri, des grainothèques où ils peuvent emprunter des semences, ils peuvent aussi déposer des petits résidus, par exemple des pour les batteries, pour certains petits résidus électroniques. On offre aussi un service conseil en environnement auprès de la population et auprès de notre arrondissement pour différents axes de réflexion dans leur propre volet d'intervention. On participe avec notre regroupement, le regroupement des écoquartiers, à déployer la patrouille verte à l'échelle de l'île de Montréal. La patrouille verte, c'est un programme d'employés qui sont recrutés pendant l'été pour aller faire la sensibilisation sur différentes thématiques en environnement. Ils font beaucoup d'activités comme de la sensibilisation directe en porte-à-porte, avec des kiosques, avec des ateliers. Donc c'est vraiment, ça se passe vraiment en été. On fait aussi la gestion de projets en environnement sur le territoire. Donc ça nous permet à travers le programme Écoquartier, de mener des petits projets de la communauté, des projets pilotes. J'en parlerai un peu plus tard. Et on fait surtout plusieurs activités annuelles pour le public, donc des grands rendez-vous qu'on se fixe à chaque année de manière saisonnière. Par exemple, les corvées de nettoyage au niveau des berges qu'on organise, qui est très appréciée, la distribution de compost et de paillis dans Verdun, puis dans d'autres arrondissements, il y a des distributions gratuites de végétaux pour les citoyens, pour les mobiliser à verdir, ou encore des distributions d'arbres et distribution et livraison d'arbres.
Donc voici des exemples de services qu'on offre. La Maison de l'Environnement de Verdun offre un service donc de première ligne pour la population, les ITI, institutions, commerce et industrie. On se veut vraiment être un lieu de référence et on fait donc des projets, qui permettent de mettre en action la population pour lutter contre les enjeux environnementaux locaux. Je vous présente ici quelques, projets qu'on a menés. Par exemple, dont l'objectif était de lutter contre les îlots de chaleur urbains. On a mené, le projet Verdir le Sud qui avait pour but en fait, de favoriser le verdissement, dans les milieux privés, semi-privés, avec des plantations d'arbres et d'arbustes qu'on faisait avec les citoyens, avec les personnes mobilisées sur le terrain. Pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. On a aussi, la gestion, mobilisation, au niveau des programmes des ruelles vertes. Donc il s'agit là de mobiliser des comités, de citoyens, pour des projets communs et concertés de verdissement dans leurs ruelles. On a fait aussi dans le passé des projets contre le gaspillage alimentaire, par exemple, le projet Circuit alimentaire de Verdun, dont, le but était de récupérer des denrées, qui étaient qui allaient périmer pour, les réintroduire dans le système plutôt qu'elles soient jetées et notamment redistribuées, via, une banque alimentaire. On fait aussi des projets de réduction à la source et donc, par conséquent, réduction d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on le sait, les déchets sont des gros générateurs de gaz à effet de serre. Par exemple, via la gestion de programmes de subvention pour produits éco-responsables où on offre, le remboursement de produits éco-responsables comme, les couches lavables et les produits d'hygiène, féminine réutilisables, par exemple. Tout ça en concertation avec nos arrondissements. Les écoquartiers donc, le programme écoquartier offre une approche centrée sur l'éducation, la sensibilisation, l'information, la formation et la mobilisation des citoyens, donc la participation active et parmi les avantages, les arrondissements, les villes avec qui on travaille, ce serait d'appuyer et développer les plans de transition écologique des villes et arrondissements. Beaucoup de nos activités sont en lien avec les plans climat, le plan climat de Verdun, ou MHM avec lesquels on travaille. Ils permettent aussi d'accompagner des citoyens et les acteurs du milieu pour réaliser des actions en environnement. Par exemple, à Verdun, on a ce qu'on appelle les projets citoyens. Donc ça, c'est vraiment le programme Écoquartier, notre équipe donc qui lance un appel à projet avec des initiatives, selon certains critères. Puis les citoyens répondent à ça, puis ils vont planter sur l'espace public, ils font des projets de gestion de matières résiduelles, par eux-mêmes, puis nous, on les accompagne là-dedans. Et ça nous permet aussi de développer des nouveaux projets, et des actions en lien avec l'environnement qui sont actualisées sur le territoire. Et enfin, ça permet à l'arrondissement, hein, le milieu plus, l'institution locale finalement d'avoir une compréhension, plus fine en fait des enjeux, puis des choses qui motivent les citoyens autour de l'environnement, au niveau local. Donc pour les programmes écoquartiers, les organismes à but non lucratif à Montréal ont un mandat environ de 1 à 3 ans. Ça dépend, des mandats. Le budget peut dépendre de la taille de la population, concernée, et du plan d'action souhaité. Par exemple, selon les volets d'intervention qu'on veut introduire, les activités, qu'on veut viser, est-ce qu'on offre un point de service, les horaires d'ouverture, donc ça peut varier. Et le budget, donc peut aller de 200 000, à 2,1 millions par mandat. C'est des chiffres qui datent un peu, donc à voir un peu dans le présent, mais ça reflète un peu, comment fonctionne le programme Écoquartier. Puisqu'on fait souvent, en fait, le programme Écoquartier est utilisé un peu comme un levier aussi. On va faire des demandes de financement supplémentaires pour bonifier les budgets, puis bonifier les actions. Donc ça, c'est les organismes à but non lucratif qui font ces demandes-là pour bonifier les actions. Ces financements, ces subventions-là qu'on va aller chercher permettent, d'avoir plus d'activités, d'avoir plus d'interactions avec les citoyennes et citoyens, de développer des projets vraiment actualisés qui reflètent, les besoins, locaux. Parmi les exemples de projets où on a été chercher des financements supplémentaires, donc des subventions, il y avait Verdure le Sud, dont j'ai parlé tantôt, Circuit alimentaire aussi, j'en ai parlé, ou par exemple le projet, d'éradication de l'herbe à poux, dont le but c'est ça, donc c'est de lutter contre, cet allergène, sur les territoires. Merci beaucoup. Moi j'ai terminé pour ma présentation. J'ai survolé un peu, on fait beaucoup de choses dans les écoquartiers, donc si vous avez
des questions, je serais ravie de les avoir à la fin de la présentation, mais vous pouvez aussi prendre en note mon adresse courriel pour suivre un peu plus loin la discussion. Je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour à tous, je vais prendre le contrôle de l'écran. Bon, on va vérifier si j'ai bien le contrôle de l'écran. Et non! C'est toujours merveilleux la technologie dans les webinaires. Romy, est-ce que tu as vu ma demande de contrôle d'écran? Tu l'as vu? Ah, ça fonctionne. OK, c'est juste qu'il y a un délai. D'accord, je vais devoir être patiente. Donc, bonjour à tous. Dans cette section-ci, je vais vous parler des activités puis des aménagements éducatifs qui sont faits en milieu, qu'on fait en milieu naturel, qui peuvent impliquer les citoyens. Je vais vous parler un peu plus précisément de l'implication, des initiatives d'implication citoyenne à la réserve naturelle du Boisé du Tremblay. Il y a une portion de cette réserve naturelle-là qui est la propriété de Nature Action Québec. Donc, je vais vous parler d'une activité de plantation qu'on a fait avec des bénévoles de chez Yves Rocher, d'un parcours éducatif qu'on a aménagé. Puis, je vais terminer un peu plus tard, vous ne le voyez pas sur cette diapositive-là, par vous parler d'un projet de capsule vidéo participative qu'on a fait également, qui ne sont pas en lien avec la réserve du Boisé du Tremblay, mais c'est un autre projet séparément. Donc, je vais commencer avec l'activité de plantation. En fait, on a reçu un groupe d'à peu près 80 employés bénévoles de chez Yves Rocher à la réserve naturelle pour une journée. Ces personnes-là avaient comme mission pour la journée de nous aider à regarnir certains secteurs de la réserve qui ont moins de couverts forestiers, en fait, maintenant, entre autres à cause de la grille du frêne qui a déboisé une partie de la forêt. Comme vous voyez sur la photo en bas à gauche, là, on voit qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont morts, donc qu'on doit remplacer. Ils nous ont également aidé à procéder à l'arrachage du roseau commun ou phragmite, on peut l'appeler des deux façons, qui est une espèce végétale exotique envahissante, qui en fait, si cette espèce-là n'est pas contrôlée, elle prend la place de d'autres espèces végétales qui sont importantes pour la biodiversité dans le milieu. Donc, en accueillant les participants, on a expliqué la raison des interventions qu'ils allaient faire aujourd'hui. On a également pris durant la journée le temps de leur montrer un parcours éducatif qu'on a aménagé au Boisé du Tremblay. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. C'est un parcours éducatif qui vise à éduquer les citoyens sur le cycle vital d'un organisme vivant et des habitats puis des organismes qui sont requis dans un milieu naturel pour que celui-ci reste en santé. Donc, c'est un parcours éducatif, on veut en fait qui favorise l'adoption des comportements éco-responsables chez les citoyens. Je vous en parle un peu plus tard. Puis, également, en fait, je voulais vous parler d'une surveillance bénévole qu'on a la chance d'avoir au Boisé du Tremblay. Donc, nous, NAC, en fait, on a un bénévole qui va à la réserve à peu près à tous les jours pour parcourir les sentiers de la réserve puis nous informer de toute problématique qu'il peut avoir dans la réserve. Il s'implique aussi en installant des nichoirs, donc ça aide beaucoup pour la gestion de la réserve. Donc, ça, c'était pour l'activité de plantation et la surveillance bénévole. Ensuite de ça, j'embarque un petit peu plus en détail. Que ça va fonctionner. Aller trop vite. Non, c'est bon, OK. J'embarque un petit peu plus en détail dans le parcours éducatif qu'on a présenté aux participants de Yves Rocher. Donc, ce parcours éducatif-là, il est accessible à tous. Vous pouvez y aller quand vous voulez avec vos enfants, votre conjoint. Il fait partie d'un site de plein air qu'on a commencé à aménager en 2021. Ce qui est bien, dans le fond, c'est que ce site-là puis ce parcours éducatif-là peuvent servir à plusieurs occasions, peuvent recevoir différents groupes.
Entre autres parce qu'on a aménagé une aire d'accueil en estrade. Donc, on peut recevoir des groupes là. Il y a des activités d'interprétation qui peuvent être faites. Il y a même un parent qui a choisi d'animer une fête d'enfants éducative en utilisant l'aire d'accueil en estrade et le parcours éducatif. Donc, ça sert vraiment à être utilisé avec les citoyens. Il peut être visité en visite libre ou ça peut aussi être visité avec une naturaliste de Nature Action qui peut être réservée pour donner une animation, en fait, pour faire découvrir le milieu, puis réaliser une activité de sensibilisation avec les participants. Il y a différentes activités qui sont disponibles. Pour réaliser le parcours éducatif de façon autonome, on a installé des codes QR, comme vous voyez sur la photo, qui ont simplement à être scannés avec un téléphone, puis ça vous amène au lien qui est ici-bas, qui est l'activité du parcours éducatif que vous pouvez faire. Ce parcours-là, en fait, ça comprend des enregistrements, il y a des énigmes, ça utilise les panneaux qui ont été installés sur la réserve. Puis comme je vous dis, le but du parcours, c'est de comprendre c'est quoi les différents éléments dans un habitat qui sont nécessaires pour conserver son équilibre. Donc, on va parler, par exemple, de l'importance des milieux humides, on va parler de l'importance des insectes, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? J'avais plein de choses que je veux dire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est ça pour le parcours éducatif. Ensuite de ça, bon, les bienfaits que la participation citoyenne peut amener dans ce genre d'initiative-là, c'est sûr que pour un organisme comme le nôtre, où chaque minute doit être rentabilisée pour la conservation de l'environnement, c'est un grand gain de temps et d'argent d'avoir, par exemple, des participants comme ceux de Yves Rocher qui viennent. On a un gros groupe qui viennent, puis des activités qui pourraient nous prendre, par exemple, une journée et demie, 2 jours à faire, vont pouvoir être réalisées en un jour au moins, avec plus d'effectifs. Et dans ce cas-là aussi, on a pu profiter, pardon, d'un financement pour réaliser l'activité qui est venue de la Fondation Yves Rocher. Donc ça nous permet d'aller acheter des végétaux d'un plus grand calibre, par exemple, qui vont pouvoir pousser plus rapidement pour prendre la place sur la réserve, parce que ce qu'on veut, en fait, en plantant ces végétaux-là que j'ai oublié de vous mentionner plus tôt, mais en fait, je l'ai mentionné brièvement, c'est qu'on veut qu'il aille prendre la place du roseau commun qui est en train de menacer les végétaux actuels. Donc, on veut qu'il puisse croître rapidement, puis on veut également que le couvert forestier se refasse le plus vite possible. Donc, ça aide beaucoup quand on peut avoir les sous pour aller chercher des végétaux qui sont déjà presque, ben, pas presque matures, mais qui ont déjà un bon âge, là, en fait, qui ont déjà quelques années. Ça nous aide aussi à faire un meilleur contrôle de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes comme le roseau, parce que faire des efforts de lutte contre le roseau, c'est continuel. C'est une espèce qui se propage ultra rapidement. Nous, on peut se rendre sur le site pour faire des activités de lutte à certains intervalles dans le temps. Par contre, une fois de plus, c'est jamais trop d'avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir arracher, puis vraiment mieux contrôler sa propagation. Ensuite de ça, au niveau des citoyens, avec ces activités-là, on peut faire un renforcement des connaissances sur l'écologie, la biologie et la conservation des milieux naturels. Puis en faisant ça, comme il y a plusieurs d'entre vous qui le savez déjà, on vient renforcer le lien affectif que ces gens-là ont avec leur milieu naturel. Puis, en faisant ça, ça nous permet aussi d'aller favoriser des comportements qui vont être plus éco-responsables dans les milieux naturels, ce qui nous sauve la gestion. Pour ce qui est des avantages pour une ville ou une MRC, vous allez voir que ça s'entrecoupe un petit peu. Donc, on va avoir des citoyens qui vont être plus conscientisés, qui vont être plus engagés envers leur milieu naturel. On va avoir des bénévoles qui vont se manifester justement pour aider à contribuer à la protection des milieux naturels sur le territoire. Je vais tout de suite sauter un lien que j'ai mis
en bas de ma diapositive, c'est Réseau Demain le Québec que vous pouvez aller consulter. C'est une initiative qui vient de la Fondation David Suzuki. Puis le but, en fait, c'est de regrouper des citoyens pour qu'ils puissent s'unir pour la protection des milieux naturels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait dans une ville ou dans une MRC. Encore là, on a une économie de ressources et de temps. Puis, également, ça aide aussi d'avoir des entreprises qui investissent dans leur communauté, comme Yves Rocher qui a choisi d'investir dans le regarnissage, la restauration des milieux naturels du Boisé, du Tremblay. Donc, on vous invite à inviter les entreprises de vos communautés à investir dans leur milieu naturel pour faire des activités comme celle-là. Le fait d'avoir des milieux naturels à proximité, comme beaucoup devaient le savoir, ça aide énormément au bien-être quotidien des citoyens. Puis, ça nous permet aussi de faire de l'éducation pour les prochaines générations. Quand on a un milieu naturel comme celui du Boisé du Tremblay où on peut faire, qui est aménagé pour faire des activités d'interprétation, ça nous permet de recevoir des jeunes puis de les sensibiliser avec des activités qui sont ludiques également. On attend quelques secondes pour le changement de diapositive. Je pense qu'il va falloir que je le refasse. OK! Maintenant, je change complètement de sujet. Je vous parle d'une troisième initiative qu'on a réalisée qui implique des citoyens également. Ça s'appelle les changements climatiques et moi. Peut-être que vous en avez déjà eu conscience. C'est une série de 10 capsules éducatives gratuites et bilingues sur les changements climatiques qu'on a produites pour les enfants d'âge primaire, donc 5 à 12 ans, 5 à 13 ans à peu près. Le principe, c'est une capsule, une thématique liée au changement climatique. Donc, on va traiter de thématiques, par exemple, comme l'adaptation au changement climatique à travers le monde. On va traiter de l'effet de serre, on va traiter de l'utilité des végétaux dans la lutte au changement climatique. On va avoir une thématique aussi qui est sur l'agissement local pour un impact global. Puis chaque capsule comprend des éléments d'action, de solutions, des choses que les enfants peuvent faire pour prendre action. On ne veut vraiment pas stimuler l'éco-anxiété avec ces capsules-là. On veut amener au changement de comportement, puis on veut donner des pistes d'action au public qui regarde ces capsules-là. Donc, à l'intérieur, comment on a impliqué les citoyens, c'est que durant les tournages, on est allé dans les écoles, on a impliqué les élèves. Vous allez voir qu'il y a des vox pop qui sont faits avec des élèves en anglais et en français. On a fait des expériences aussi. On est allé chercher des agriculteurs pour faire des entrevues avec eux. On est allé chercher d'autres citoyens pour faire d'autres types d'entrevues aussi. Également, dans la capsule, à la fin, la personne qui visionne la capsule, le spectateur, est invité à aller faire une activité de renforcement des connaissances, un quiz en fait, pour bien comprendre les sujets qui ont été abordés dans la capsule. Puis, il y a un feuillet d'expériences scientifiques liées au changement climatique qui peuvent être faits soit en classe ou à la maison par les parents et les professeurs avec les élèves ou les enfants. Pour ces trois initiatives-là, je vous présente un petit peu les budgets qui ont été impliqués. Donc, pour l'activité de plantation de une journée avec 80 bénévoles de Yves Rocher au Boisé du Tremblay, ça a été un investissement de 25 000 qui impliquait l'achat des végétaux, les repas pour tout le monde, les ressources de Naturaction, les ressources de Yves Rocher, la terre, la mycorhize, bon, tout ce qui était nécessaire pour cette journée-là, le transport. Ça inclut dans le 25 000 Pour le parcours éducatif, l'Harmonie du Boisé, c'est vrai, je n'ai même pas dit le nom encore, c'est le parcours éducatif dont je vous parle depuis le début, ça s'appelle l'Harmonie du Boisé. Ça a été un investissement d'environ 15 000 Ça implique le design, les enregistrements audio, les panneaux, l'écriture, etc., etc. Pour les capsules, les changements climatiques et moi, ça a été un budget de 126 000 Quand on rentre dans ce
qui est plus la vidéo, l'animation. Il y a beaucoup d'animation dans ces capsules-là. Les prix peuvent grimper assez rapidement, mais vous allez voir qu'il y a du financement qui est disponible pour ça. Fait que ça inclut les tournages, le montage, etc., etc., etc. Donc, pour ces trois initiatives-là, on a eu la chance d'avoir des aides financières de la Fondation Yves Rocher et de la Sauverdi pour la journée d'activité de plantation dont vous voyez une photo à droite. Pour le parcours éducatif L'Harmonie du Boisé, on a eu l'aide financière de la ville de Boucherville, du MELCC-FP via le programme ACSQ, qui est le programme accéléré, pardon, la conservation dans le sud du Québec. Et pour les capsules Les changements climatiques et moi, on a eu un financement de ECCC, Environnement et changement climatique Canada, via le Fonds pour dommages à l'environnement. Donc, c'est presque toutes des initiatives auxquelles une ville ou une MRC peut déposer une demande de financement, en fait, pour faire des projets similaires. Je pense que ça conclut. Si vous avez des questions sur ces initiatives-là, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Puis je vais laisser la parole à ma collègue Catherine Georges pour la suite de la présentation. Merci Laurence. Donc bonjour tout le monde. Moi c'est Catherine, donc je vais vous présenter les patrouilles des milieux naturels. Romy, si tu veux bien, je te laisse le contrôle. Ouais, tu peux passer à la suivante. Donc chez Nature Action Québec, on vous propose plusieurs volets d'intervention dans le cadre des patrouilles des milieux naturels. Donc on peut venir faire des suivis d'espèces fauniques et floristiques. On peut suivre aussi l'activité du castor, faire des inventaires de contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes, venir faire des petits entretiens légers. Donc, ça peut être des entretiens au niveau des sentiers pour faciliter l'accès aux usagers comme de l'élagage, le nettoyage des sentiers, nettoyage des panneaux d'information, etc. On vient apporter une surveillance au niveau des activités anthropiques. On peut faire des sondages également auprès des usagers. On peut installer des kiosques d'information et ça peut être d'autres demandes de la ville en lien avec les milieux naturels. Donc NAC cumule près de 15 000 heures de patrouille depuis 2020. Donc on a une bonne expertise dans les patrouilles des milieux naturels. Voici quelques exemples de ce qu'on a pu réaliser. Donc par exemple, il y a eu la sensibilisation à la grille du frêne dans les grands parcs de Montréal. Donc la grille du frêne qui est ce petit insecte exotique qui vient entraîner la mort des frênes. On a fait de la surveillance du parc créotouristique de la ville de Salins-des-Laurentides, de la patrouille dans le corridor écologique de biodiversité Urbanova à Terrebonne, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, et la surveillance des écosystèmes de la pointe sud de l'île des Sœurs. Alors, qu'est-ce que ça fait une patrouille? Ça assure le suivi et ça incite à la conservation des milieux naturels. Donc, par exemple, le fait d'avoir la présence à des endroits clés d'une personne, ça va faciliter les interventions rapides en cas de problème. Ça va diminuer également les actes de vandalisme et les activités néfastes pour les écosystèmes. Ça va aider à réaliser des suivis et des inventaires d'espèces à statut. On va sensibiliser également la population ou les usagers à la protection des milieux naturels. Venir créer aussi un sentiment d'appartenance au milieu naturel et un sentiment de sécurité. Puis développer une sensibilité et une conscience écologique. Donc ça, c'est important, notamment pour éveiller un sens de responsabilité et développer l'implication des citoyens à l'égard de la cause écologique. Alors là, sur la photo, vous voyez un abri de fortune qui a pu être localisé justement par la patrouille et qui a aidé à démanteler cet abri qui fait vraiment pas très joli dans les milieux naturels. Donc, Nature Action Québec vous accompagne dans la réglementation également des milieux naturels. Donc, la présence d'une patrouille, ça va aider à identifier les lacunes réglementaires. On peut également proposer des nouvelles réglementations et conseiller à leur mise en place. Puis enfin, le fait qu'il y ait une patrouille, ça va aider la compréhension et l'application de la réglementation dans le milieu naturel.
Alors, par exemple, on peut proposer comme une interdiction à l'accès des sentiers aux chiens, où ça va être juste les chiens qui sont tenus en laisse, ou on va fermer certains sentiers aux vélos, par exemple. Puis, on peut même former ici les patrouilleurs pour qu'ils puissent mettre des contraventions. Mettons, si certaines personnes se promènent avec leurs chiens, bon, ben, certains patrouilleurs vont être formés pour pouvoir mettre des contraventions. Puis cette adaptation qui va être, cette réglementation, pardon, qui va être adaptée à vos milieux naturels, ben, ça va aider à les protéger. On peut passer à la suivante, merci. Donc, lorsqu'on met en place un projet de patrouille avec Nature Action Québec, ben, ça inclut les processus d'embauche de personnel qualifié. Nature Action Québec va également prendre en charge la coordination du projet, le temps de patrouille. Les patrouilleurs peuvent également rédiger des rapports mensuels ou ça peut être fait dans le cadre de NAC. On va également fournir les équipements de protection individuelle et les tablettes pour prendre les données sur le terrain. Alors voici un exemple de projet où on avait une patrouille des milieux naturels. Donc c'est le sentier Urbanova à Terrebonne. Donc ce projet-là, c'est un projet de développement éco-responsable, une approche qui mise à l'équilibre entre les dimensions sociales, économiques et environnementales. Et donc ça vise à la conservation de plus de 650 hectares d'un grand corridor de biodiversité. Donc là, vous le voyez sur la carte à côté. Donc tout ce qui est en vert, finalement, c'est tous les milieux naturels qui sont connectés entre eux. Ça représente à peu près 40% de l'espace du site. Donc c'est quand même un projet d'envergure ici. Donc ce projet a des retombées à la fois sociales et environnementales. Donc il va amener à la réduction des contaminants. Il va permettre de préserver et de mettre en valeur la biodiversité. Il donne un accès facilité aux citoyens à la nature finalement. Donc un accès et une proximité à la nature, ce qui va favoriser également le transport actif pour accéder à ces milieux naturels. Et donc bien sûr, ça va être bénéfique pour la santé à la fois physique et à la fois mentale. L'objectif de la patrouille, ça va être de sensibiliser les usagers à l'importance des milieux naturels qui sont présents dans le corridor écologique d'Urbanova de Terrebonne. Et les patrouilleurs vont également effectuer une surveillance dans le corridor afin de faire respecter la réglementation. Donc dans ce cas-là, ça va être l'accès à certains sentiers pour les vélos, mais pas à d'autres. Justement, le fait que les chiens doivent être tenus en laisse dans plusieurs sites pour pas perturber la faune et la flore locale. Le patrouilleur, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ben, c'est un employé de Nature Action Québec qui va assurer une présence hebdomadaire sur le site. Ça va permettre de rapporter des observations aux municipalités pour pouvoir réagir rapidement. Le patrouilleur va effectuer un suivi de l'impact des visiteurs sur les milieux naturels. Il va occuper le site pour démontrer aux usagers la présence de la ville. Il peut également informer et sensibiliser les usagers et recueillir des commentaires, faire des sondages, etc. Donc ici, on a justement un exemple d'une fiche de suivi. Donc le patrouilleur va indiquer son nom, la date, il va indiquer si la zone est achalandée ou pas, le nombre de personnes qu'il a rencontrées au cours de sa patrouille, s'il a fait remplir des sondages et le nombre de sondages qu'il a fait remplir, est-ce qu'il y a eu des chiens qui n'étaient pas tenus en laisse, est-ce qu'il y avait des vélos qui étaient hors des pistes et le secteur qu'il a patrouillé. Puis, il va également prendre en note des observations. Donc, s'il y a des exemples d'observations qui ont pu être faites lors de la patrouille, donc par exemple des coupes de bouleaux, donc des arbres qui ont été coupés pour faire un feu, la construction d'un fort sur un sentier informel, un point d'entrée informel dans un sous-bois qui va potentiellement falloir refermer, l'observation d'une tortue serpentine qui pond des œufs. Donc, ça peut être vraiment toutes sortes d'observations, soit du milieu naturel, soit des usagers qui n'ont pas respecté certains règlements ou certains comportements à avoir dans le milieu naturel, mettons. On peut passer à la prochaine. Alors, si vous êtes intéressé justement à mettre en place une patrouille pour vos milieux naturels ou si vous avez des questions en lien avec
les patrouilles, vous pouvez contacter Monsieur Cédric Bouet, qui est chargé de projet chez Nature Action Québec, et dont vous voyez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup. Merci Romy, merci Laurence et merci Catherine pour votre présentation. Donc, on en est maintenant au temps des questions. Donc, j'en ai déjà vu une que je vais poser, le temps de vous laisser réfléchir aux prochaines. Et en attendant, Romy va défiler jusqu'à la diapositive des questions. On vous a mis quelques petites photos pour illustrer ce que NAC peut faire sur le terrain, notamment. Et je vais également en profiter pendant qu'elle répond à nos questions pour vous mettre les coordonnées mentionnées dans le fil de discussion, pardon. Comme ça, si vous avez plus de questions, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez contacter nos présentatrices ou en tout cas les personnes mentionnées dans la présentation. La première question qu'on avait de Étienne Degnaud, c'est donc: est-ce que le confinement du phragmite par d'autres espèces végétales fonctionne bien? Catherine, est-ce que tu veux y aller avec ça? Tu travailles beaucoup là-dessus. Alors, salut Étienne. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne quand même pas mal, je te dirais. C'est sûr qu'en général, on va vouloir ajouter une bâche occultante sur nos colonies de roseaux communs qu'on va venir contrôler avant. Puis, donc c'est vraiment comme plusieurs étapes, hein. On va venir couper ou arracher le phragmite, bâcher, qui va, qui va couper le phragmite finalement de sa ressource lumineuse, puis ensuite venir confiner. Donc c'est vraiment comme plusieurs étapes, plusieurs actions, on va dire, qui vont permettre de lutter contre le phragmite. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, les espèces exotiques envahissantes, comme le phragmite, elles vont s'installer dans les milieux qui sont perturbés. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment restaurer ces milieux, justement en réalisant des plantations. Donc, en plus de venir offrir une compétition au niveau racinaire, et au niveau, donc les arbres, une fois qu'ils vont être grands, ça va venir faire de l'ombre, ça va limiter la présence du phragmite. C'est ça, ça va restaurer le milieu. Donc si le milieu est restauré, si ton milieu devient en santé, les espèces exotiques envahissantes auront moins la possibilité de s'installer dans ce milieu-là. Donc j'espère que ça répond à ta question. Merci Catherine. Je vais laisser quelques instants pour d'autres questions au besoin. Pour nos participantes, n'hésitez pas. Sinon, vous avez leur contact également. On a Jeanne Levalet qui nous demande: avez-vous déjà fait des présentations, comme par exemple des présentations de 2 heures pour des groupes communautaires d'horticulture? Et si oui, quelles personnes seraient à communiquer, à contacter? Quand on parle de présentation pour des groupes communautaires, quel genre de présentation, par exemple? Est-ce que vous avez des sujets particuliers en tête? Je vais vous laisser compléter la question. Donc, si jamais, en attendant, vous pouvez continuer à nous écrire. Donc, pour quel type de présentation ce serait? Non, je pense pas qu'on en a déjà fait pour. Elle Je nous pense pas dit: c'est différent d'une conférence à l'autre. je pense pas qu'on en a déjà fait pour des groupes communautaires d'horticulture. Romy, toi, dans ton Oui. souvenir, vous Mais en je avez vais, je déjà vais- fait? je vais compléter avec mon interprétation de la question. Donc, dans les programmes écoquartiers, je l'ai nommé, on fait beaucoup de sensibilisation, information, éducation du public et d'intervention dans le milieu communautaire. Puis oui, ça nous arrive de faire des formations, ateliers. En fait, c'est beaucoup plus sous forme d'ateliers, mais parfois des conférences. Typiquement, on a un programme d'adoption de carrés d'arbres. Puis l'année passée, on a fait une formation sur l'entretien des carrés d'arbres. Donc, ça parle d'horticulture, ça parle de tout plein de choses. Mais c'est beaucoup plus pratique dans le milieu de vie des personnes que des horticulteurs. Ça va vraiment être plus le citoyen qui va apprendre un peu plus de compétences pour gérer son carré d'arbres, ses plantations à la maison ou même son potager, par exemple. Ça va être plus misé sur améliorer les compétences des citoyens que des formations comme telles pour améliorer les compétences des horticulteurs professionnels.
Merci Romy. Je vais laisser notre participant compléter si jamais ça répond. Ok, ça répond à la question. Merci à vous deux. Est-ce que d'autres personnes auraient de nouvelles questions? On a encore du temps, donc n'hésitez pas. Je vais laisser quelques minutes si vous avez d'autres idées qui vous viennent. Et je dis quelques minutes, ça peut plutôt être quelques secondes. J'ai pas l'impression qu'on a d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut clôturer ici. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter les personnes que j'ai mentionnées dans le fil de discussion, si vous avez des questions qui viennent par après. Et puis, on vous partagera également le lien de rediffusion. Donc, si vous avez encore une fois des questions qui vous viennent après la rediffusion, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous répondre. Merci encore, Romy, Laurence et Catherine, pour votre présentation aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Merci. beaucoup tout le monde. Merci, bonne Bonne journée tout le monde. journée.